On va essayer de commencer, il est 14h05, donc bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans cette conférence sur les IFRS, sur la clôture 2023 en IFRS. Donc on avait fait déjà pour les comptes du 30 juin une conférence et je me félicite de voir que vous êtes aussi toujours aussi nombreux pour cette manifestation. Donc, je m'appelle Jean-Laurent Brassieux, je suis responsable technique chez PKF et donc en charge de l'animation de cette conférence. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? On va voir plein de choses. On va commencer par la recommandation AMF pour situer un peu le contexte général qu'on développera par la suite. Et après, on verra, je dirais, ce qui est incontournable, toujours en IFRS, les nouveaux textes obligatoires en 2023, les textes non encore applicables, et puis quelques points particuliers comme les amendements IAS 12, on en a eu deux, un amendement sur IFRS 16 sur les contrats de location, la problématique des accords de financement des fournisseurs, donc ce qu'on appelle le reverse factoring, les effets des variations des cours de monnaie, la réforme des retraites, les décisions de l'IFRIC et puis une réponse de la CNCC, un petit focus sur les risques climatiques suite à la publication en juillet 2023 d'un document par l'IASB et puis un point sur la Post-Implementation Review de IFRS 9 et puis les autres projets en cours actuellement au niveau de l'IASB. Donc, un sommaire assez chargé. Je vous propose dès à présent de commencer par la recommandation AMF. Alors, comme vous le savez, tous les ans, l'AMF publie un certain nombre de recommandations donc, en lien avec l'ESMA, l'ESMA étant l'organisme qui chapeaute tous les organismes de tutelle des marchés au niveau européen. Et donc, cette année, en lien avec l'ESMA, mais aussi avec quelques spécificités françaises, on y reviendra, l'AMF a publié cette recommandation en octobre, je crois que c'était courant octobre, et l'AMF a insisté sur 3 points, sur les effets des changements environnementaux sur les états financiers, les risques et les conditions, les évolutions liées aux risques et conditions géopolitiques au niveau de l'arrêté des comptes et des conditions macroéconomiques actuelles, et puis bien évidemment l'évolution des normes et de la réglementation. Alors, pour être complet, l'AMF présente également une synthèse de ces revues, ce qui permet de constituer un bon benchmark au niveau des émetteurs. Bon, compte tenu du temps dont on dispose, on ne traitera pas de ces points-là. Alors, qu'est-ce qu'a dit l'AMF et quels sont les points d'attention de l'AMF au niveau de cette recommandation? Donc, au niveau des normes et de la réglementation, elle attire l'attention des émetteurs sur plusieurs points. Alors, bien évidemment, sur la norme IFRS 17, la norme IFRS 17, on n'en parlera pas, puisque c'est une norme sectorielle qui s'adresse aux assureurs, mais qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Il y a l'entrée en vigueur de l'amendement IAS 12 lié à la réforme fiscale internationale, ce qu'on appelle le pilier 2. On en a déjà parlé un peu ce matin, on reviendra sur ce point cet après-midi. L'amendement IAS 1 sur les méthodes comptables, la réforme des retraites en France, et puis les effets de la modernisation des états financiers en normes françaises. Donc ça ne concerne, on n'en parlera pas parce qu'on en a parlé ce matin, ça ne concerne que les émetteurs qui publient des comptes en normes françaises. Donc les points d'attention de l'AMF sont quand même relativement limités, mais c'est vrai qu'avec des points particuliers, notamment sur l'amendement IAS 12 et sur IAS 1. Alors, autre point d'attention, mais ça c'est en lien avec les recommandations de l'ESMA, qui concerne les effets liés au changement climatique et aux engagements environnementaux. Alors, il est clair que c'est un sujet dont on parle beaucoup, notamment en termes de communication extra-financière avec la CSR, la fameuse CSRD qui a été transposée en droit français et publiée
il y a 15 jours. Donc, c'est clairement un sujet d'attention. Et donc, l'AMF insiste sur plusieurs points, notamment sur la cohérence entre la communication des sociétés et les états financiers. Ça, c'est quelque chose de très important. Euh, la semaine dernière, j'étais à une conférence où il y avait l'AMF qui citait, entre guillemets, la connexité entre les États et entre les états comptables et les autres communications. C'est-à-dire qu'ils insistent énormément sur le fait que s'il y a une communication extra-financière qui est faite sur les sujets environnementaux et sociétaux en général, eh bien, on doit en tenir compte au niveau des états financiers, on doit expliquer comment on en a tenu compte au niveau des états financiers. Donc, cette cohérence et cette connexité est quelque chose de fondamental. Donc, au niveau des tests de dépréciation, notamment et également, ils insistent sur le fait de décliner les impacts des changements climatiques et les engagements pris dans les tests de dépréciation. Des problématiques particulières que sont les contrats d'approvisionnement en énergie verte, les PPA et les virtual PPA, communication sur des caractéristiques de ces contrats, on reviendra dessus rapidement. Le traitement comptable retenu pour les quotas d'émissions de gaz à effet de serre, et les certificats d'énergie, tous les outils qui permettent de mieux contrôler les émissions des entreprises. Les problématiques de financement indexées sur les critères de durabilité, ainsi que les impacts potentiels des changements climatiques et des engagements environnementaux en matière d'impact sur l'information sectorielle. Donc, un gros point, un gros point d'attention de l'AMF sur ces éléments-là, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et dernier point sur lequel l'AMF insiste, c'est sur les conditions macroéconomiques de cet arrêté 2023, notamment sur des éléments spécifiques que sont la juste valeur des immeubles de placement. C'est clair qu'on sait tous que le marché de l'immobilier actuellement est un petit peu bousculé, connaît quand même quelques heures, et qu'à ce titre, les gens qui appliquent IAS 40, c'est-à-dire l'évaluation des immeubles à la juste valeur, doivent être très au fait en termes de techniques d'évaluation, en termes d'hypothèses retenues et également de changements climatiques. On sait tous qu'il y a un certain nombre d'immeubles qui perdent de la valeur, notamment les passoires thermiques. Donc, comment tout ça est traité en termes de compte. Et donc, c'est quand même c'est très important pour les foncières notamment. Les problématiques liées à la continuité d'exploitation et la liquidité et l'endettement. Donc, toutes les informations à fournir en cas d'incertitude sur la continuité d'exploitation, sur le risque de liquidité et avec une information sur l'ensemble des dettes significatives et notamment les échéances, les renégociations passées en cours, les covenants, les opérations d'affacturage et le risque de taux. Donc, clairement, tout ce qui est impact des conditions macroéconomiques sur le financement de l'entreprise doit être détaillé. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est instruments financiers pour les institutions financières. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un certain nombre de points d'attention que l'AMF soulève qui sont liés notamment à ces problématiques de conditions macroéconomiques et sur lesquelles on va revenir dès à présent. Donc le contexte général et ces conditions macroéconomiques perturbées qu'évoque l'AMF, c'est quoi? Alors notamment par exemple l'inflation. Alors l'inflation encore importante, mais si on peut noter l'année dernière, on a eu un pic vers octobre 2022 et puis depuis une certaine décroissance des taux d'inflation, mais qui sont quand même encore élevés. Donc qui sont quand même toujours un peu élevés, des perspectives de croissance économique incertaines, des disparités entre les secteurs et les zones géographiques. C'est vrai qu'on a du mal à avoir
une homogénéité par secteur ou par zone, une crise ukrainienne qui est toujours en cours, sur laquelle s'est ajoutée la crise au Moyen-Orient, des chaînes d'approvisionnement difficiles, des taux d'intérêt qui, comme les taux d'inflation, ont tendance quand même à légèrement décroître, mais qui sont quand même toujours élevés. Le taux des OAT ce matin était aux alentours de 2,60 sur 10 ans. Les faillites bancaires, on a eu quelques faillites bancaires, mais bon, a priori, c'était quand même relativement limité au niveau des États-Unis. Des pénuries de personnel, des comportements des consommateurs versatiles, notamment liés aux problématiques de l'inflation et aussi aux problématiques environnementales, et puis des marchés financiers qui sont toujours volatiles. Donc, même si le CAC se porte bien ces temps-ci, on est quand même toujours sur des marchés relativement volatiles. Donc, tout ça fait que, clairement, on a un contexte général difficile pour cette clôture et sur lequel il faut bien entendu communiquer. Alors, comme je le disais et comme l'avait relevé l'AMF, le contexte général peut largement affecter la continuité d'exploitation, hein. Et donc, euh, le management devra tenir compte pour l'évaluation. À tous les arrêtés, le management doit évaluer le caractère approprié ou pas de ce principe. Mais il est clair qu'au 31 décembre 2023, compte tenu des conditions macroéconomiques que l'on peut connaître, ce jugement sera peut-être plus important qu'à d'autres périodes. Alors, je vous rappelle qu'au niveau du principe tel que donné par le cadre conceptuel, la prise en compte pour une période d'au moins 12 mois à compter de la date des états financiers. C'est-à-dire au moins, on doit apprécier ce principe de continuité d'exploitation si on arrête au 31 décembre 2023, à minima jusqu'au 31 décembre 2024. Et même s'il n'y a pas d'incertitude importante, alors la difficulté de la continuité d'exploitation, elle est quasiment plus prégnante sur des aspects comme les incertitudes que sur la difficulté elle-même. C'est-à-dire, si on est dans une situation d'état de cessation de paiement, je dirais que le principe, il est relativement vite évalué. Le problème, c'est quand on a des incertitudes qui font appel à des jugements importants, hein. Et donc, notamment quand la continuité d'exploitation dépend de financement qu'on doit obtenir, mais qu'on n'a encore pas obtenu à la date d'arrêté des comptes. Donc tous ces éléments-là font qu'on a nécessité de faire preuve de beaucoup de jugement, et bien entendu, qui dit jugement dit mention dans les notes annexes, hein. Clairement, on a toujours le même principe d'incertitude, jugement, note annexe, hein. Donc ce problème-là, la continuité d'exploitation, c'est quand même quelque chose de toujours, dans certains cas, difficile à apprécier, notamment en cas d'incertitude. Alors, de la même façon, le contexte général peut jouer également sur tout ce qui est dépréciation des actifs financiers et non financiers, hein. Les actifs non financiers, donc tout ce qui est immobilisation corporelle, incorporelle, des indicateurs de dépréciation doivent être appréciés et des tests de dépréciation appliqués selon les règles. C'est la norme IAS 36 qui précise. Alors, nécessité d'une cohérence entre les flux de trésorerie et les taux d'actualisation au niveau de la prise en compte de l'inflation. Il est clair que tous ces tests de dépréciation réalisés selon IAS 36 sont faits selon des business plans, et ces business plans intègrent ou pas l'inflation. Donc, si ces business plans intègrent l'inflation, le taux d'actualisation que vous utilisez doit l'intégrer également. Si ce n'est pas le cas, ben, vous prenez un taux hors inflation. Donc, il faut bien faire attention euh, dans, dans les, dans les business plans que vous utilisez pour faire les tests de dépréciation, de savoir comment est intégrée l'inflation et à ce titre, quel taux d'actualisation prendre en compte, hein. Prise en compte des effets de l'inflation au niveau des coûts et des marges. On se rend compte qu'il n'y a pas forcément, malheureusement, certaines dépenses, je pense aux dépenses d'énergie par exemple, peuvent augmenter sans que cela puisse être répercuté au niveau des prix de vente. Donc ça va avoir des impacts négatifs sur les marges et donc sur les résultats.
la prise en compte des effets de l'inflation au niveau des investissements également. Quand il y a des investissements, ils vont coûter plus cher. Impact sur le taux de croissance à long terme. C'est possible, c'est toujours la difficulté. On a toujours une période de 5 ans, traditionnellement un business plan qui est fait sur 5 ans, et après on va projeter à l'infini, c'est sur une croissance estimée à l'infini, pour déterminer la valeur terminale. Il est clair que cette valeur terminale, comment intégrer l'inflation dans cette valeur terminale? Est-ce qu'il faut l'inflater ou pas? Et dans le cas où elle est inflatée, comment en tenir compte au niveau du taux d'actualisation? Donc faites bien attention à cette cohérence financière, entre guillemets, entre les business plans que vous avez, s'assurer que c'est bien les derniers qui ont été pris en compte, hein, parce que c'est vrai que l'environnement étant quand même très, très flexible et variable, il faut quand même bien qu'on ait des taux, des business plans le plus proche possible de la date d'arrêté. Et puis, bien évidemment, s'assurer de la cohérence entre les différentes mesures euh, qui sont prises et le taux d'actualisation. Donc, clair, un exercice, l'exercice de la dépréciation des actifs, de la mise en place d'IAS 36 est toujours quelque chose d'assez compliqué, hein. Ce n'est pas une norme d'application facile. Il est clair que dans le cadre de cette clôture, ben, comme on a pu la connaître aussi dans le cadre de la clôture avec le Covid ou avec la crise ukrainienne, on se retrouve dans des situations de plus en plus compliquées. Donc faites bien attention de bien utiliser, de bien avoir un ensemble cohérent entre, d'une part, les business plans, d'autre part, les taux d'actualisation, l'évaluation de vos actifs, et puis les autres éléments d'appréciation. Alors, un tout petit rappel sur qu'est-ce qu'un indice de perte de valeur. Donc, parce que je vous rappelle, vous devez réaliser un impairment test, un test de dépréciation, dans le cas où il y a un indice de perte de valeur, sauf pour les immobilisations non amorties, style goodwill, où là c'est un peu différent. Mais dans le cas d'immobilisation corporelle, par exemple, ou d'ensemble d'actifs corporels, la norme prescrit de réaliser le test de dépréciation que dans le cas où il y a des indices de perte de valeur. Et la norme donne un certain nombre d'exemples en termes d'indices de perte de valeur. Les indices peuvent être soit externes, soit internes, hein. Donc les indices externes, c'est des indices observables que la valeur de l'actif a diminué de façon plus importante que le seul effet du passage du temps ou de l'utilisation du bien. Bon, je dirais que là, on a un exemple tout trouvé. C'est vrai que l'immobilier a tendance à baisser actuellement. C'est bien un indice observable externe que la valeur des biens diminue sur le marché de l'immobilier, et ça constitue clairement un indice de perte de valeur. C'est ce que répétait l'AMF d'ailleurs, hein. Les effets négatifs sur l'entité des changements à intervenir ou à intervenir en termes d'environnement technologique, économique, juridique ou de marché, c'est tout ce qui peut intervenir dans l'environnement de l'entreprise et qui vont occasionner une diminution de sa profitabilité ou une diminution de l'utilisation des biens. Les augmentations des taux d'intérêt, il est probable que cette augmentation sera répercutée sur le taux d'actualisation. Clairement, on a le lien entre les taux d'intérêt et le taux d'actualisation. En général, pour déterminer le taux d'actualisation, on va partir des taux d'intérêt. Et donc, plus le taux d'intérêt est élevé, plus le taux d'actualisation sera élevé. Et donc, à ce titre, plus la valeur de mes actifs va diminuer. Donc, on a un effet important des taux d'intérêt, plus ou moins sensible selon les secteurs, bien évidemment. Mais clairement, il faudra toujours faire attention à ce bien. Et le fait que les taux d'intérêt, alors, le fait que les taux d'intérêt aient tendance à baisser actuellement, je ne sais pas si on va arriver jusqu'au 31 décembre avec un taux d'OAT à 2,60, mais c'est plutôt favorable à ça. Donc, je vous conseillerais plutôt de faire dans la mesure du possible, faire les tests de dépréciation le plus près possible du 31 décembre pour tenir compte de ces effets de baisse des taux d'intérêt. Ça, c'est les indices externes. Les indices internes, c'est bien évidemment tout ce qui est indice d'obsolescence ou de dégradation physique de l'actif. Ça semble évident.
Ce qui est clairement aussi à considérer comme étant un indice interne de perte de valeur, c'est tous les changements dans le degré et le mode d'utilisation de l'actif ayant un effet négatif sur l'entité. Donc tout ce qui est abandon, restructuration d'activité, mise hors service, révision de la durée d'utilité, tous ces éléments-là sont bien évidemment des indices de perte de valeur. C'est vrai qu'un abandon, une restructuration d'activité va forcément avoir des impacts sur la valeur des actifs. Et puis également une dégradation de la performance économique de l'actif selon le système d'information interne de l'entreprise. Si votre si vous avez une comptabilité analytique ou une comptabilité par établissement et qu'un établissement montre des signes de faiblesse, c'est vraisemblablement ça va constituer vraisemblablement un indice de perte de valeur. Donc vous voyez que ces notions d'indice de perte de valeur sont essentielles pour lancer les tests de dépréciation, pour voir après quels seraient les effets. Et donc à ce titre, c'est toujours important de bien suivre ces indices. Alors, ça, c'était je dirais pour les immobilisations incorporelles et corporelles. Tout ce qui est autres actifs va bien évidemment être impacté également par l'environnement économique. Bon, on a vu les immobilisations donc sur les dépréciations, mais également ça peut jouer sur la valeur résiduelle si vous tenez compte de la valeur résiduelle pour l'amortissement de vos biens. La durée de vie doit être revue à chaque arrêté. Donc, il peut y avoir des impacts d'utilisation, par exemple, de biens qui étaient en 3,8 qui passent en 2,8, avec d'autres impacts que ça peut avoir. Tout ce qui est actif évalué à la juste valeur, on parlait des immeubles de placement tout à l'heure par rapport à la recommandation de l'AMF, bien évidemment, à partir du moment où ils doivent être évalués à la juste valeur, bien faire attention au niveau des changements qui peuvent intervenir, notamment si les projections économiques, les risques de marché par rapport à tout ça. Les stocks doivent être amenés à leur valeur nette de réalisation, c'est le cas général, mais c'est vrai que le fait que des difficultés particulières peuvent conduire à des difficultés d'écoulement de ces stocks. Hein. Et puis sur tout ce qui est actifs financiers, revoir les pertes de crédit prévues. Hein, je vous rappelle que la norme IFRS 9 prévoit qu'on a ce qu'on appelle les expected credit losses, c'est-à-dire on tient compte des pertes non seulement quand le risque est avéré, mais quand le risque est attendu. Hein, dès que vous faites du chiffre d'affaires, vous savez que sous certaines conditions, ben, il y a une partie des créances qui risque d'être dépréciée. Les conditions économiques générales du marché font que vous devez vous interroger sur, sur ces actifs financiers, sur ces pertes de crédit, et puis bien évidemment, en cas de changement, explication en annexe sur les changements intervenus. Petit point d'attention sur ce qui est de la norme IAS 19 hein, dans ce contexte particulier. Donc, je vous rappelle on reviendra rapidement sur la réforme des retraites en France, hein, mais sur ce qui est taux d'actualisation des IAS 19, donc tout ce qui est évaluation actuarielle est comptabilisé en OCI, en autre élément du résultat global. Et on voit là une évolution quand même assez sensible du taux e-box, qui est un des taux qu'on utilise traditionnellement pour l'évaluation des engagements de retraite. Vous voyez qu'en 31 décembre 2020, il était à 0,34, 2021, 0,98, 31 décembre 2022, 3,77 et au 31 octobre, il est à 4,09. Hein. Donc, vous voyez l'impact que peuvent avoir ces modifications, ces évolutions des taux d'actualisation sur vos engagements envers le personnel. Donc, à suivre avec attention jusqu'au 31 décembre pour avoir les taux les plus, dans la mesure du possible, d'avoir les taux. Parce que je trouve que les taux, à titre personnel, je trouve que les taux ont beaucoup augmenté au 31 octobre, ce qui est pas le reflet de la baisse des taux d'intérêt qu'on a sur les taux des OAT. Donc, à faire attention qu'il y a peut-être un décalage qui est en train de se faire et qui peut-être se rattrapera au 31 décembre, ou au 30 novembre, ou au 31 décembre. Donc, à suivre avec attention. Autre élément, tout ce qui est impôt sur les bénéfices, et notamment la recouvrabilité des impôts différés actifs, hein, c'est un sujet déjà qui est toujours quand même sensible, mais dans ce contexte d'incertitude économique, il va vraiment falloir avoir une
vision particulière de ces projections, au niveau des projections d'activité, donc impact sur les projections d'activité, sur le bénéfice imposable et donc sur la recouvrabilité des impôts différés. Donc bien faire attention également sur la cohérence entre le business plan que vous utilisez pour faire vos impairment tests et puis la recouvrabilité des impôts différés. Si vous avez un business plan qui ne permet pas d'écouler les impôts différés, bah, vous devez les déprécier, hein. Donc faites bien attention à ces... On a beaucoup de problèmes de cohérence, en fait, où on utilise un certain nombre d'estimations, d'incertitudes, estimations, hein. Et donc, à ce titre, il faut bien faire attention d'utiliser le même niveau, d'être au même niveau d'information, au même degré d'information pour pouvoir juger à la fois d'éventuelles dépréciations des actifs, mais également de dépréciation des impôts différés. Alors, autre point d'attention qui peuvent jouer, hein, c'est donc en termes de trésorerie, équivalent de trésorerie, de bien s'assurer que quand on a de la trésorerie, ça pose pas de souci. C'est surtout sur les équivalents de trésorerie où on peut se poser la question de certains équivalents de trésorerie qui étaient considérés comme étant stables et donc qui pouvaient être considérés comme équivalents de trésorerie, gardent cette stabilité et peuvent conserver ce classement. Activité abandonnée, bien évidemment, suivre les prescriptions IFRS 5. Hein, je vous rappelle qu'on a une norme spécifique à ce niveau-là. Information sectorielle, fournir une description des différences par rapport aux derniers états financiers et suivre les événements postérieurs à la clôture de l'exercice également ont un effet important, ont un effet important de bien s'assurer que tous les événements qui sont intervenus entre la date de clôture et la date d'arrêté ont bien été pris en compte selon les règles applicables pour tenir compte de vos évaluations, hein. Et puis en termes de présentation des états financiers, bah, tout ce qui est un point particulier sur lequel on reviendra sur les problématiques de covenants et de respect des covenants à la date de clôture et non pas à la date d'arrêté. Et puis donc tout ce qui est note annexe, de l'importance de bien discloser tout ce qui est un jugement, incertitude, jugement, pour que le lecteur ait une bonne vision globale d'ensemble de toutes ces incertitudes et comment vous les avez traitées, hein. Donc bien faire attention. Clairement, l'annexe a beaucoup d'importance actuellement. Voilà, je dirais brièvement dressé un tableau un peu sombre de cette clôture 2023 avec des points d'attention quand même lourds. Et donc, nous allons passer maintenant au nouveau texte applicable en 2023. Il n'y a pas, alors, il n'y a pas énormément de nouveaux textes, mais qui ont quand même un certain nombre d'impacts. Alors, les textes qu'on vous présente là sont les textes qui ont été approuvés par l'Union européenne. Vous savez qu'il y a une double approbation au niveau de l'Union européenne. Il y a la publication des textes par l'IASB et puis après, il y a l'endorsement par l'EFRAG. Donc là, les textes ont été endorsés par l'EFRAG et donc sont applicables immédiatement. Alors, on reviendra bien évidemment sur chaque nouvelle norme, hein. Donc, on a un amendement IAS 1 qui concerne les informations sur les méthodes comptables, avec une application forcément prospective, c'est une information en annexe, hein. Sur un amendement IAS 8 sur la définition de qu'est-ce qu'une estimation comptable, avec quelque chose de prospectif. Un amendement IAS 12 sur les impôts différés sur actifs passifs relatifs à une même transaction. Un autre amendement IAS 12, alors là, celui-là, c'est l'amendement pilier 2, et qui a été, sorti par l'IASB en juillet et qui a été adopté par l'Union européenne le 9 novembre 2023. Donc, il a été adopté très vite, hein. Et donc, il est d'application immédiate. Ce qui est pas souvent le cas, mais là on est vraiment sur un cas particulier où on a une norme qui est d'application immédiate. Et puis bien évidemment, on a une norme IFRS 17 avec un amendement IFRS 17 immédiat sur la première application. Bon, ça concerne les contrats d'assurance. Nous n'en parlerons pas parce que c'est vraiment
très spécifique et en plus très compliqué. J'en ai pas la compétence sur les spécificités des contrats d'assurance. Alors, l'amendement IAS1, qu'est-ce que c'est? L'amendement IAS1, donc IAS1, c'est qui concerne les informations à fournir, c'est les informations à fournir sur les méthodes comptables. Alors, l'objectif, c'est identifier les informations utiles aux utilisateurs sur les méthodes comptables. Ce dont s'est rendu compte l'IASB, et beaucoup s'en sont rendus compte et s'en sont plaints, c'est que les informations qui étaient données sur les méthodes comptables, en général, c'était un copier-coller des normes, c'était pas forcément adapté à l'entreprise, ça prenait beaucoup de place, c'était pas forcément lisible et compréhensible et ça servait pas à grand-chose. J'exagère peut-être un peu, mais globalement, c'était un peu le raisonnement qu'a fait l'IASB. Et donc, dorénavant, les entreprises doivent désormais fournir une information sur les méthodes comptables significatives, alors en anglais material, hein, au lieu des principales méthodes comptables, significant. Alors il y a un petit piège, puisque significatif, ça se dit material, et principal, ça se dit significant. Donc, mis à part cette difficulté linguistique, c'est bien sur les méthodes comptables significatives et pas sur l'ensemble des méthodes comptables, les principales méthodes comptables. Alors, qu'est-ce que, selon l'IAS1, une information, une méthode comptable significative? Ça rejoint la définition d'un seuil de signification. C'est une information est significative si on peut raisonnablement s'attendre à ce que son omission, son inexactitude, pardon, ou son obscurcissement, c'est intéressant cette notion d'obscurcissement, c'est-à-dire trop d'informations tue d'informations, influence les décisions que les principaux utilisateurs des états financiers à usage général prennent en se fondant sur l'information financière que fournissent ces états financiers. Donc, clairement, c'est qu'est-ce qui permet de changer d'avis pour un utilisateur des comptes. Et donc, au niveau des méthodes comptables, les informations sur une méthode comptable sont significatives si, lorsqu'on les prend en considération conjointement avec d'autres informations contenues dans les états financiers de l'entité. Bah, ce qu'on comprend là, si on les prend avec les comptes, hein, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions que les principaux utilisateurs des états financiers à usage général prennent en se fondant sur les états financiers. C'est toujours le même raisonnement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on va avoir moins d'informations, mais d'informations plus utiles. Donc, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les méthodes comptables qui se rapportent à des transactions ou à d'autres événements ou à des conditions qui ne sont pas significatives sont de ce fait non significatives. Et ce n'est pas nécessaire de fournir des informations à ce sujet. C'est-à-dire des méthodes comptables qui se rapportent à des comptes non significatifs, des transactions non significatives, sont par principe non significatives. En revanche, des méthodes comptables qui se rapportent à des transactions qui sont significatives ne constituent pas toutes des méthodes comptables significatives. Ce qui est vrai pour les comptes non significatifs n'est pas nécessairement vrai pour les comptes significatifs. Je prends un exemple, par exemple l'exemple des achats. On peut parfaitement avoir des achats qui sont par principe significatifs, mais qui ne présentent pas de particularités telles que l'exposé des méthodes comptables vaille la peine. On enregistre les achats quand ils arrivent, il n'y a pas une complexité, sauf il peut y avoir dans certains cas des achats qui seraient complexes, mais là, dans le cas où les achats ne sont pas complexes, ils sont significatifs, mais ils ne présentent pas une complexité telle qu'on doit discloser leur méthode comptable. Donc, c'est une évolution quand même sensible de ce qu'on connaissait avant et qui devrait permettre quand même un allègement des annexes, notamment sur cette partie méthode comptable. Et je pense que l'intérêt est également
qu'on peut avoir, c'est ce qu'on rencontre de plus en plus, c'est de lier les méthodes comptables aux comptes aux comptes auxquels elles se rapportent. C'est-à-dire faire un chapitre, par exemple, immobilisation, avec les méthodes comptables sur les immobilisations et les données financières liées à ces immobilisations. Ça évite d'avoir un chapitre complet de 20 pages sur les méthodes comptables et de se reporter de l'un à l'autre. Ça facilite la lecture pour, pour l'utilisateur. Alors, pour terminer, une méthode comptable est significative lorsque des informations la concernant sont nécessaires à la compréhension d'autres informations significatives contenues dans les états financiers. C'est-à-dire, si on a des comptes significatifs et que les méthodes comptables sont importantes pour comprendre ces comptes significatifs, elles doivent être indiquées. Alors, notamment, ça semble évident en cas de changement de méthode comptable, s'il existe plusieurs options. Lorsqu'on a une méthode propre à l'entreprise en l'absence de normes IFRS spécifiques, c'est quand même relativement rare, mais il y a certains secteurs qui peuvent faire appel notamment aux US GAAP, parce que les US GAAP, je pense au secteur cinématographique, sont quand même plus précises que les normes IFRS, qui sont très générales. Jugement et hypothèses importantes et traduction comptable complexe. Donc on voit que c'est bien dans des cas très spécifiques où c'est utile. C'est vrai qu'on considère que l'utilisateur des comptes a une connaissance minimum de la comptabilité pour que ce n'est pas la peine de le noyer ou l'obscurcir sur des informations. Par contre, quand il y a plusieurs options, quand il y a un traitement comptable complexe, là, il est nécessaire, bien évidemment, de décrire les méthodes comptables. Donc, ce n'est pas une révolution, mais ça va quand même demander pour les gens qui établissent des annexes, des annexes, un certain effort pour bien traduire cet amendement IASA. Alors, l'autre amendement qu'on a, c'est l'amendement IAS 8, qui traite des définitions, de la définition d'une estimation comptable. Alors, l'objectif, c'est faciliter la distinction entre les méthodes comptables et les estimations comptables. Pourquoi faire cette distinction? Ben, principalement, puisque quand il y a un changement de méthode comptable, il est rétrospectif, et quand il y a un changement d'estimation, il est comptable, il est prospectif. Donc, l'impact peut quand même être significatif. Alors, je vous fais grâce de l'ancienne définition qui est quand même longue et particulièrement obscure. La nouvelle définition, qu'est-ce que c'est qu'une estimation comptable? Les estimations comptables, ce sont des montants des états financiers qui comportent une incertitude d'évaluation. C'est bien cette notion d'incertitude. À partir du moment où on a une incertitude sur l'évaluation d'un compte, eh bien, c'est une évaluation comptable. C'est une estimation comptable. Alors, les estimations comptables impliquent le recours à des jugements, des hypothèses qui sont basées sur les dernières informations disponibles. Et puis, à partir du moment où on a incertitude, hypothèse, jugement, eh bien, il va y avoir un choix du management de prendre tel ou tel montant. Et puis, bien évidemment, très souvent, une information en annexe pour expliquer l'incertitude et le jugement qui a été retenu dans ce cas-là. Alors, il peut s'agir, en général, c'est des informations monétaires, mais il peut s'agir, les estimations comptables peuvent être des données non monétaires. Par exemple, si vous amortissez un bien en fonction du nombre de pièces produites, eh bien, l'estimation du nombre de pièces produites sera bien une donnée non monétaire, mais qui sera une estimation comptable. Alors, il y a quelques exemples qui sont donnés dans la norme. Il n'y a pas de. Donc là, la correction des valeurs pour perte des titres sur les pertes de crédit attendues, on en parlait tout à l'heure, donc les expected credit losses, si vous faites un changement dans la méthode d'estimer et dans le montant d'estimer ces pertes de crédit, bien, ça constitue un changement d'estimation comptable et donc il est prospectif. Donc la valeur nette de réalisation des éléments de stock, donc, de la même façon, ça sera un changement d'estimation comptable. La juste valeur d'un actif ou d'un passif par rapport à IFRS 13, la charge d'amortissement d'une immobilisation corporelle, si vous changez la durée, par exemple, d'amortissement, il y a bien une incertitude sur la durée, et donc ce changement
se traduit par un changement d'estimation comptable, une provision pour obligation de garantie. Donc les effets d'une estimation comptable ou d'un changement de technique d'évaluation sont des changements d'estimation comptable, sauf correction d'erreur. C'est-à-dire si vous aviez fait une erreur manifeste, mais ce qui n'est pas nécessairement le cas, ça constituera toujours un changement d'estimation comptable. Donc on a une définition plus précise de cette notion d'estimation comptable qui devrait permettre quand même d'éviter un certain nombre de débats qu'on peut avoir de temps en temps. Alors, autre texte obligatoire en 2023, c'est l'amendement IAS 12 sur le cas d'un impôt différé rattaché à des actifs et passifs issus de la même transaction. Alors, s'il s'agit principalement de la des contrats de location et des actifs passifs de démantèlement. Hein. Je n'en ai pas trouvé d'autres et personne n'en a trouvé beaucoup d'autres. Donc, c'est dans le cas où on va comptabiliser simultanément un actif et un passif. Un actif qui est une immobilisation et un passif qui est soit une dette dans le cas d'un contrat de location, soit une provision dans le cas d'un passif de démantèlement. Et donc, la question qui se posait, c'était de savoir est-ce qu'il faut comptabiliser, oui ou non, des impôts différés. Pourquoi cette question? C'est que on a dans la norme IAS 12 une exemption quand on achète des immobilisations, par exemple, quand on a une transaction qui se traduit directement par une transaction au bilan, comme l'acquisition d'une immobilisation, eh bien, on n'a pas d'impôt différé. On pourrait en avoir, hein, puisque l'immobilisation amortissable va se traduire par des amortissements qui seront déductibles fiscalement. Mais on a une exemption dans IAS 12 qui dit on ne comptabilise pas d'impôt différé. Donc la question qui se posait, c'était de savoir est-ce qu'on applique cette exemption d'IAS 12 pour les contrats simultanés dans lequel, ou est-ce que c'est des règles générales? Alors, ce qu'a dit l'IASB, c'est que lorsqu'une transaction donne lieu lors de la comptabilisation initiale à des montants identiques, il doit être comptabilisé des impôts différés, actifs et passifs. Alors ça, c'est le principe, mais vous avez la possibilité, la règle générale, c'est qu'on a la possibilité de compenser en termes de présentation. Hein, c'est le paragraphe 74 de IAS 12. Et donc, cet amendement est applicable de façon rétrospective simplifiée au premier jour de la période comparative présentée. Donc, si il est applicable en 2024, donc applicable également sur les comptes 2023. Mais, alors, en France, c'est d'une application très limitée, hein, puisque en général, on va avoir le même montant d'actifs et de passifs, et donc on va avoir le même montant d'impôts différés actifs et passifs, et donc on va pouvoir compenser. On a quelques cas où on peut avoir des petites différences, notamment sur les contrats de location. Dans le cas où on a, par exemple, on a des paiements d'avance de loyer, on a des travaux payés par le locataire pour le compte du propriétaire, des coûts encourus, où on a un actif qui est l'actif total, c'est-à-dire on va comptabiliser l'actif et le passif, le right of use et puis la dette, mais vont se rajouter des éléments qui ont été payés par ailleurs. Et donc, à ce titre-là, on peut avoir des différences et donc la comptabilisation d'un impôt différé pour le montant net, hein, pour la différence. Je vous rappelle que on peut compenser, hein, IAS 12 permet de compenser les actifs et les passifs d'impôt différé si un certain nombre de conditions sont remplies. C'est-à-dire, l'entité a un droit juridique de compenser les actifs et les passifs, ce qui est le cas en général avec le Code général des impôts français. Les actifs et les passifs d'impôt différés sont prélevés par la même autorité fiscale, donc soit sur la même entité juridique, ce qui est souvent le cas en fait des contrats IFRS 16, soit les entités ont la possibilité de régler les actifs et les passifs sur la base d'un montant net, ce qui est le cas de l'intégration fiscale. Hein, donc, vous voyez, une application limitée, mais
il y a quand même un point sur lequel il faut être prudent, il faut être attentif sur cet amendement IAS 12, c'est que le montant des actifs et des passifs d'impôt différés avant compensation doit être indiqué dans l'annexe. Hein, quand bien même tout se compense, vous devez quand même indiquer dans votre annexe le montant des actifs d'impôt différés et des passifs d'impôt différés afférents à des transactions, notamment c'est surtout sur les contrats de location qu'on aura ce point-là. Ça concerne, sur les contrats de location, hein, ça concerne que la comptabilisation initiale. Bien évidemment, quand vous faites vivre après votre contrat de location, euh, il peut y avoir des impôts différés puisque le rythme d'amortissement de votre actif est souvent linéaire et le rythme d'amortissement de votre passif financier est un amortissement financier. Donc on peut avoir des différences avec des impacts d'impôts différés. Mais là, ça concerne que la comptabilisation initiale. Alors, les textes non encore applicables, on va passer rapidement parce que bon, ça sera applicable alors en 2024 avec, dans certains cas, des applications anticipées possibles. Hein. On a l'amendement IFRS 16, on reviendra rapidement dessus sur les leasebacks. On a les accords de financement des fournisseurs, ça c'est une information en annexe, donc il est d'application obligatoire en 2024. Bien évidemment, vous pouvez même s'il n'a pas été approuvé par l'UE, l'appliquer dès 2023 si vous êtes concerné. Il y a S21 là, sur lequel on reviendra, c'est sur à partir de 2025 et les amendements IFRS 10 et IFRS 28, la date d'application n'est encore pas fixée. Hein, donc on aura et puis, on a un amendement IAS1 sur le classement courant, non courant, et notamment assorti de clauses de covenant, on reviendra dessus. Et puis, on a toujours la norme IFRS 14, qui concerne les comptes de report complémentaires pour les activités à tarif régulé, qui est une norme provisoire qui a été adoptée par l'IASB, qui est d'application obligatoire depuis 2016, mais qui n'a jamais été adoptée par l'UE, l'UE ayant dit que qu'elle n'était pas d'application euh, en Europe et que comme c'était une norme d'application provisoire, ils attendaient la norme d'application définitive avant de l'appliquer. Donc clairement, celle-là, elle est un peu dans les oubliettes de l'histoire. Alors, un petit point quand même sur l'amendement IAS1 qui sera d'application l'année prochaine, c'est la prise en compte des covenants dans le classement entre courant et non courant d'une dette. Alors, la précision qu'a apporté cet amendement, c'est seuls les covenants auxquels une société est tenue de se conformer à la date de clôture ont une influence sur le classement courant-non courant des dettes. Le classement n'est pas affecté lorsque le droit de différer le règlement de la dette d'au moins 12 mois dépend du respect de covenants à une date ultérieure à la date de clôture. Ah, c'est toujours ce qu'on a dit, c'est l'appréciation des covenants à la date de clôture. Si vous avez cassé un covenant à la date de clôture, mais que vous avez un waiver après la date de clôture, vous devez quand même présenter vos comptes tout en courant. De la même façon, vous avez un covenant que vous avez cassé après la date de clôture, ça n'a pas d'impact au moment de la date de clôture. Donc c'est quelque chose, une petite précision apportée par rapport à ça. Alors, autre amendement IAS 12 sur le pilier 2 de l'OCDE. C'est un amendement définitif. Donc, le pilier 2, c'est un dispositif de l'OCDE. Il y avait un pilier 1 qui était, et donc qui a été adopté par l'OCDE pour avoir une fiscalité internationale plus homogène et éviter le dumping et les paradis fiscaux. Alors, le premier pilier, ça vise à assurer une répartition plus équitable des bénéfices et des impôts entre les pays. Tout ce qui est problématique, entre guillemets, de prix de transfert et de règles attribuables au prix de transfert. Le pilier 2 vise à garantir que les grands groupes multinationaux paient au moins un taux minimum de 15% sur les revenus générés dans chaque juridiction où ils opèrent. Alors le pilier 2 comprend 4 mécanismes, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais avec ce qu'on appelle une top-up tax et que
selon les mécanismes, vous payez l'impôt dans le pays qui n'avait pas suffisamment d'impôts, ou dans le pays du siège, ou avec une répartition sur l'ensemble du groupe. Bon, je dirais que c'est pas le problème, c'est de dire donc ce texte-là, qui était un texte OCDE, a été transposé, a été mis en place au niveau du droit européen, et devait donc être transposé au niveau des pays, de chaque pays membre. Donc la France a fait le choix de transposer dans le cadre de la loi de finances 2024. On en a parlé rapidement ce matin. Et donc ça veut dire que ça sera d'application en France à partir du 1er janvier 2024. Alors, je rappelle, ça ne concerne que les groupes qui dépassent 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc le niveau consolidé. Et donc, les groupes devront déterminer ce qu'on appelle un effective tax rate pour chaque juridiction dans laquelle ils opèrent, selon les Global Rules. Alors, ça veut dire que pour chaque pays, vous êtes amené à déterminer un taux d'imposition moyen qui est calculé entre l'impôt que vous avez payé et le résultat qui est déterminé selon les globis. Ce n'est pas forcément les mêmes règles comptables que vous utilisez pour chaque juridiction ou pour votre groupe. Hein. C'est une troisième, c'est bien ça qui pose problème d'ailleurs. Et quand l'ETR, donc l'effective tax rate, est inférieur à 15%, le groupe est redevable de la top-up tax pour la différence. Donc vous avez une filiale dans un pays à fiscalité privilégiée, vous payez 6%, et bien vous serez amené à payer 9%, donc 6 plus 9 égale 15, pour satisfaire ces règles OCDE retranscrites en droit français. Alors, la problématique qu'on a en comptabilité, je ne parle pas des difficultés qu'on peut avoir au niveau fiscal, mais au niveau comptabilité, c'est que le principe des globis, c'est-à-dire les Global Anti-Erosion Rules de l'OCDE, ne sont pas exactement les mêmes que les règles fiscales applicables dans tel ou tel pays. Donc, ce qui veut dire que, par principe, on va avoir des actifs d'impôt et des passifs d'impôt. On va avoir des actifs et des passifs qui n'auront pas la même valeur fiscale en globis qu'en règle locale. Et donc, qui dit différence de valeur fiscale entre un actif et un passif, entre les comptes et les règles fiscales, dit impôt différé. Et donc, ça veut dire que, théoriquement, on devrait avoir des impôts différés calculés entre la différence entre mes actifs valeur globis et mes actifs valeur locale. Alors, ça pose pas mal de problèmes, hein, parce que quelle est la valeur fiscale? Est-ce que c'est des différences temporaires ou définitives? Comment le taux il y avait aussi, il y a également un problème, c'est que le taux de top-up tax est un taux variable, puisqu'il dépend de la différence entre votre ETR et 15%. Donc, comment calculer des impôts différés avec un taux variable? Donc, ça posait beaucoup de problèmes. Donc, dans l'attente de réponse à ces questions, l'IASB a décidé d'amender IAS 12 afin de mettre en place une exception temporaire. Alors, c'est une exception au principe, hein, puisque le principe de base, c'est différence de valeur fiscale égale impôt différé. Donc, différence temporaire. Et donc, il n'y a pas sur la top-up tax, il n'y a pas d'impôt différé. Alors, ne vous réjouissez pas trop vite, parce que cette exception est temporaire. La durée n'est pas définie, mais bon, d'ici peu, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont réfléchir et qui vont déterminer par rapport à ça. En revanche, il y a un certain nombre d'informations qui sont à mettre en annexe. Donc, la charge d'impôt courant liée à la top-up tax, hein, combien vous avez payé. Et puis, pendant la période transitoire, pendant laquelle la législation n'est pas rentrée en vigueur, parce qu'elle n'est pas rentrée en vigueur dans tous les pays selon le même rythme. Hein. Jusqu'à présent, il y avait le Japon et la Corée du Sud qui les avaient pris en compte. Là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre
tous les pays européens, ça va être surtout sur 2024. Et puis donc, vous devez communiquer sur les estimations d'impact et puis dans quelle situation vous en êtes en termes de réflexion par rapport à ça. Hein. Donc, il y a une information à donner en annexe. Il n'y a pas de comptabilisation d'impôt différé, mais il y a une information à donner en annexe. Hein. Alors, pour être tout à fait complet sur ce problème-là, au niveau des US GAAP, les Américains ont décidé qu'il n'y aurait pas d'impôt différé compte tenu du fait que c'était un taux variable et qu'ils ont considéré que le fait d'avoir un taux variable empêchait la comptabilisation d'impôt différé. Ce qui est une façon intéressante de voir les choses. Alors, le texte a été publié donc le 23 mai. Il a été adopté. Alors, la slide n'est pas tout à fait à jour puisqu'il a été adopté par l'Union européenne le 9 novembre. Hein. Donc, on peut l'appliquer sans problème. Tout le monde pensait qu'on pouvait l'appliquer, mais y compris l'AMF, et donc on peut l'appliquer sans problème sur les points. Alors, un petit point sur les contrats de location. Alors, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est le cas où vous faites un leaseback, quoi, session de bail, quoi, avec et en plus et quand dans le nouveau contrat vous avez des loyers variables non basés sur un indice ou sur un taux. Vous savez que IFRS 16, quand vous avez des loyers variables basés sur un indice, sur le coût de la construction, les choses comme ça, bah, vous évaluez, vous ajustez tous les ans votre dette. En revanche, quand vous avez des loyers qui sont basés sur, par exemple, le chiffre d'affaires, c'est le cas des locations dans les centres commerciaux qui sont basés sur le chiffre d'affaires. Et là, dans ce cas-là, vous ne déterminez pas un passif, vous ne déterminez pas et vous ne déterminez pas un actif. Et ça passe directement en charge opérationnelle. Alors, la question qui se posait, c'est pour les gens qui font un session de bail, un leaseback, et qui appliquaient, et dans le cadre duquel le nouveau loyer était indexé sur, par exemple, sur le chiffre d'affaires. Donc, comme on ne pouvait pas recapitaliser ce, 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 ce contrat, eh bien, on se retrouvait à comptabiliser immédiatement la totalité de la cession et pas le leaseback. Et donc, pour éviter ce problème, qui pouvait en être un dans certains cas, eh bien, l'IASB a décidé d'amender IFRS 16 et donc de permettre d'obliger plutôt d'évaluer un passif locatif découlant d'une cession de bail en tenant compte des loyers variables avec une estimation, bien évidemment. Les ajustements sont attendus sur toute la durée du bail et puis vous ajustez au fur et à mesure en résultat. Donc c'est un cas particulier dans lequel on est obligé de tenir compte des loyers variables. On doit tenir compte des loyers variables pour évaluer le passif. Alors, autre amendement, donc qui est pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui n'est pas d'application obligatoire sur 2023, mais qui, compte tenu du caractère particulier, puisque c'est une information en annexe et ça peut quand même être utile, peut être, à notre avis, anticipé. Hein. Donc, ça concerne les amendements IAS 7 et IFRS 7. Donc, IAS 7, c'est sur le tableau de flux de trésorerie. IFRS 7, c'est sur la présentation des instruments financiers. Et ça concerne ce qu'on appelle les Supplier Finance Arrangement. C'est donc la présentation des opérations de reverse factoring. Donc, c'est des opérations de financement des fournisseurs sur ordre de l'acheteur. Alors, c'est quoi ce mécanisme? C'est un mécanisme qu'on rencontre beaucoup dans les grands groupes, mais qu'on rencontre de plus en plus dans les groupes de taille plus petite. Hein, par exemple, American Express propose ça à des PME. Hein, donc, on peut avoir ce principe de reverse factoring. Donc, ça veut dire que vous avez le client qui va acheter au fournisseur. Et au lieu que ce soit le client qui paye le fournisseur immédiatement, c'est un établissement financier qui va payer le fournisseur comptant. Et le client, lui, va payer l'institution financière à 60 jours ou à 90 jours, par exemple. Donc, ça permet, le fournisseur, lui, il est payé immédiatement et le client, lui, bénéficie toujours d'un crédit fournisseur. Mais au lieu que ce soit le fournisseur qui fasse le crédit, c'est un établissement financier.
Alors, ça présente plusieurs avantages parce que ça permet notamment d'avoir des escomptes de règlement, ça permet de renégocier des conditions de règlement avec le fournisseur, et donc, puisque vous le payez comptant, et vous pouvez bénéficier de meilleures conditions financières. Donc, c'est une opération qui est quand même assez avantageuse, mais qui n'est pas quand même sans poser quelques problèmes au niveau comptable, puisqu'on on a deux problématiques sur ces contrats de reverse factoring. C'est d'une part, vous présentez la dette, puisque en fait, le fournisseur a été payé, mais pas par nous. Donc, est-ce qu'il faut laisser la dette en fournisseur ou est-ce qu'il faut la présenter en dette financière? Et puis, il y a également une problématique au niveau du tableau de flux de trésorerie, puisque on a des fournisseurs qui ont été payés, qui ont reçu du cash, mais nous, on n'a rien payé. Mais on a quand même un nouvel emprunt. Donc, comment tenir compte de ces non-flux cash par rapport à la présentation des états financiers? Parce qu'il faut quand même reconnaître que ça fait quand même un peu le cirque au niveau du BFR, hein, puisque votre BFR, il est complètement déstructuré par le fait que vous n'avez plus de dette fournisseur et que vous avez plus de dette financière. Alors, la réponse au niveau du traitement comptable, l'IASB n'a pas voulu donner une réponse automatique en disant que ça dépend des contrats. Il y a des contrats qui sont, entre guillemets, déconsolidants, c'est dans lequel on enlève le compte fournisseur et on rajoute une dette financière, hein. Il y a des contrats qui ne sont pas déconsolidants. Donc, c'est selon l'analyse du contrat qu'on va passer l'écriture ou pas. Alors, donc du coup, comme il n'y a pas de règles comptables particulières, cet amendement IAS 7 et IFRS 7, ça précise les informations à donner en annexe, hein. Donc, c'est bien une information complémentaire à donner en annexe dans ce cadre-là, compte tenu du fait que ça déstructure le bilan, mais qu'on a des opérations non cash. Et donc, il y a un certain nombre, on ne va pas toutes les lister parce que le temps passe vite, mais il y a un certain nombre d'informations à communiquer en annexe, donc notamment les termes et les informations chiffrées, les termes du contrat et les informations chiffrées en début, en fin de période, ce qui doit permettre d'une certaine façon de reconstituer le fonds de roulement que vous devriez avoir, hein. Donc, vous voyez la complexité, c'est quand même des opérations assez complexes, hein. Et la nature des modifications sans contrepartie de trésorerie, les non-cash effects, pour avoir pour pouvoir attribuer au niveau de la trésorerie ce qui devrait être fait. Donc, vous voyez la complexité quand même des opérations. Alors, l'IASB a fourni un modèle de note annexe, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc là, qu'on a traduit, qu'on a traduit pour que vous puissiez l'avoir directement en français. Donc là, c'est le cas où il y a une société qui a conclu deux types de contrats, un contrat déconsolidant, un contrat non déconsolidant, pour avoir tout l'exemple, hein. Et donc, ça donne les informations à donner présentées dans les comptes fournisseurs, les comptes rattachés, dont les fournisseurs ont reçu un paiement, et puis les dettes présentées dans les dettes financières courantes, dont les fournisseurs ont reçu un paiement. Donc on voit, il y a les deux cas, les échéanciers de paiement avec l'accord de financement et les effets cash, hein. Donc ça permet d'une certaine façon de reconstituer les opérations pour un lecteur avisé, je dirais, de reconstituer de la même façon. Donc, au niveau du tableau de flux de trésorerie, il est donné l'exemple de quel est l'impact sur le tableau de flux de trésorerie de ces opérations-là. Donc, vous voyez que c'est quand même des opérations assez complexes. Il y a des gens qui sont concernés, non, ou pas? Alors, autre amendement qui est un amendement rapide, on va passer rapidement parce que c'est un amendement IAS 21, mais qui a l'application sur 2025, hein, qui concerne les problématiques liées à la convertibilité entre deux monnaies. Donc l'objectif de cet amendement, c'est d'abord de préciser ce que c'est qu'une monnaie convertible et une monnaie non convertible. Donc une monnaie non est convertible en une autre monnaie lorsque l'entité est en mesure d'obtenir d'autres monnaies dans un délai correspondant à un délai administratif normal.
Et donc, c'est bien une opération d'échange dans un délai administratif normal, et on peut obtenir un montant autre qu'un montant insignifiant. Donc, ça veut dire que vous pouvez changer le montant que vous voulez dans un délai administratif normal. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est une monnaie qui est non convertible. Et donc, cet amendement IAS 21 précise le nombre, les communiquer, notamment les risques sur lesquels vous êtes exposé de ne pas pouvoir convertir ces monnaies, hein. Alors, quelques mots sur la réforme des retraites, hein. Euh, donc ça, je vous fais grâce des éléments de la réforme, hein, sur les passages 62, 64 ans, le nombre de trimestres, des choses comme ça. Problématique qu'on a, c'était de savoir est-ce que c'est une modification de régime ou un changement d'hypothèse actuarielle, hein. Donc là, il y a eu un consensus de place. C'est vrai qu'il y avait certains, notamment certains actuaires, qui considéraient que c'était un changement d'hypothèse actuarielle. Clairement, tout le monde, les grands cabinets ont notamment considéré que c'était un changement de régime. Ça a été confirmé par la CNCC. Donc c'est bien un changement de régime. Alors, au niveau de l'impact, hein, il y a des effets à la hausse, des effets à la baisse. Globalement, on n'a pas quand même des grosses différences. On a eu beaucoup plus d'impact de la décision de l'IFRIC l'année dernière sur les effets de seuil que sur ce principe des engagements de retraite, hein, parce qu'il y a des effets à la hausse compte tenu du fait que l'indemnité par principe va augmenter, mais des effets à la baisse puisqu'il y a des effets d'étalement, des effets d'actualisation. Donc globalement, alors ça dépend des cas, et rapprochez-vous bien évidemment de vos actuaires, mais globalement, on est entre 0 et 3%, donc pas des gros montants, hein, donc à voir. Et au niveau du traitement, alors au niveau du, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, au niveau du traitement, hein, c'est bien évidemment à comptabiliser intégralement en résultat, hein, il n'y a pas de possibilité d'étalement de l'impact. L'impact doit être considéré comme intégralement résultat. Alors faites attention, ça peut aussi avoir des effets qui sont plus significatifs sur certaines provisions. Alors, provisions pour les médailles de travail, les pré-retraites, ça dépend, parce que les pré-retraites, ça dépend de la durée de votre compte, de la durée de votre contrat, parce que c'est souvent des contrats qui sont pour l'instant avec des gens qui sont relativement âgés, donc qui sont peu impactés par la, compte tenu des effets progressifs de la mise en place de la réforme, qui sont peu impactés par la réforme, des effets variables selon les régimes chapeaux ou pas. Donc clairement, pas de gros impacts, mais faites attention quand même à ce point-là. Alors, au niveau des décisions de l'IFRIC, hein, ça dépend des années. L'IFRIC n'a pas été particulièrement prolixe cette année. Il y a qu'une décision générale qui peut présenter un intérêt, et celle-là présente un intérêt, même si elle complexifie quand même un peu les choses. Alors, je vous rappelle que l'IFRIC se prononce toujours sur un cas très précis, et à chacun d'en tirer les conséquences après, hein. Donc, le cas examiné par l'IFRIC, c'était quoi? C'était une société qui a conclu un contrat de 10 ans avec un fournisseur pour l'utilisation de 100 batteries similaires utilisées dans des bus électriques. Le client utilise chaque batterie avec d'autres ressources facilement disponibles. Le fournisseur a la capacité pratique de substituer les batteries pendant la durée du contrat. D'ailleurs, qu'il peut les changer pendant la durée du contrat. Si une batterie devait être remplacée, le fournisseur serait tenu d'indemniser le client pour toute perte de revenus ou de tout coût encouru pendant la substitution, hein. Okay. Et à la date de conclusion du contrat, on s'attend à ce que les fournisseurs ne bénéficient pas économiquement du remplacement d'une batterie utilisée depuis moins de 3 ans, mais à ce qu'ils puissent bénéficier du remplacement d'une batterie utilisée depuis 3 ans ou plus. Ah, puisqu'il y avait eu un transfert il y a eu dans le cas un transfert du stock qui était, qui était euh, qui était détenu par le client, hein, qui a transféré des batteries, et donc on avait déjà une durée d'utilisation moyenne de 3 ans. Et donc la question qui se posait, la question qui se pose,
qui se posait à l'IFRIC, c'était de savoir est-ce qu'on va traiter ce contrat-là comme étant un contrat unique de 100 batteries ou est-ce qu'on doit traiter chaque batterie comme étant un actif identifié unique. Et l'IFRIC a conclu que chaque batterie est un actif identifié et que le client doit appliquer des dispositions d'IFRS 16 pour déterminer si le contrat détient une location, bon, ce qui est évident dans notre cas, et l'utilisation de chaque batterie, et si le contrat contient une location, d'en déterminer la durée. Donc vous voyez que dans un cas d'un contrat comme ça, qui est un contrat global de 100 batteries, ce que dit l'IFRIC, c'est que chaque batterie doit être traitée comme étant un actif unique. Alors, quand on est sur une petite, si on avait des petites valeurs, ça peut être intéressant parce que là, on pourrait bénéficier du seuil de 5 000 $ de la norme IFRS 16. Dans le cas où on a des biens supérieurs à ce seuil, eh bien, on doit déterminer pour chaque pièce et la gérer chaque pièce de façon indépendante. Donc, ce qui est quand même relativement lourd et pénalisant en matière de gestion administrative des contrats. Hein. Alors, autre point. Alors là, c'est une réponse de la CNCC. On en a parlé un tout petit peu ce matin pour les règles françaises. Là, cette position de la CNCC est assez intéressante parce qu'elle traite des provisions pour locaux vacants, ce qu'on rencontre assez souvent, à la fois dans les comptes sociaux, dans les comptes consolidés en règle française et dans les comptes en IFRS. Là, on s'en tiendra donc à la position IFRS. Donc, c'est le cas d'une société française qui a constitué dans ses comptes sociaux une provision pour locaux vacants. Cette provision couvre donc la période de chevauchement entre l'ancien et le nouveau bail. Hein. L'ancien bail, le temps qu'il finisse, eh bien, on se retrouve avec des locaux vacants. Alors, la question qui a été posée à la CNCC, c'est cette provision doit-elle être maintenue dans les comptes IFRS? Alors, ce qu'a répondu la CNCC sur ce point, c'est que les contrats de location ne sont pas visés par les dispositions de la norme IAS 37. IAS 37 traite des provisions, quand bien même ils deviennent déficitaires. La provision doit donc être annulée, puisque IAS 37 ne traite pas des contrats de location. La société doit donc revoir de façon prospective le plan d'amortissement du droit d'utilisation en fonction de son utilisation effective. Et donc, de voir est-ce qu'on continue d'amortir le right of use jusqu'à la fin ou est-ce qu'on fait un amortissement exceptionnel. Et la société doit s'interroger éventuellement sur une dépréciation complémentaire en fonction de la valeur de l'UGT dans lequel est compris le droit d'utilisation. Si on a, est-ce que ça a des impacts sur l'UGT dans lequel est compris ce droit d'utilisation. Donc vous voyez, là, on a une position qui est complètement différente de la position française. Position française, on dit on a un passif et c'est traité par une provision. Là, comme on a IFRS 16 qui ne traite pas des provisions, mais qu'on se retrouve avec un actif qui a un right of use, on se pose la question de savoir quelle est la valeur de cet actif. Position complètement différente. Hein. Alors, on va parler maintenant des risques climatiques, qui est un sujet ô combien d'actualité et ô combien intéressant. Dans le sens, là, on ne va pas parler du tout de communication extra-financière ou de CSRD ou de DPEF ou de choses comme ça. On va parler que de la prise en compte comptable de ces risques climatiques. Hein. Alors, le contexte, donc très forte pression, ça, c'est pas la peine de le rappeler, hein, et donc nécessité d'une cohérence entre les objectifs climat et les politiques comptables. C'est sur le point sur lequel insistait l'AMF. Hein. Donc, dans le cas, par exemple, de certains arrêts d'activité avec les conséquences sur les actifs hein, et sur les dépenses additionnelles, les révisions du durée de vie résiduelle de certains actifs, les mises en conformité, les passifs de démantèlement, les choses comme ça. Si on prend un exemple que tout le monde peut comprendre, c'est à partir de 2035, on n'aura plus le droit de produire des moteurs thermiques. Donc, si j'ai une usine qui produit des moteurs thermiques, comment j'en tiens compte? Est-ce que j'amortis pour qu'en 2035, ça soit à zéro? Est-ce que j'ai d'autres visions, j'ai d'autres choses? Donc, quelles sont les hypothèses sur lesquelles je me base pour gérer à la fois mes évaluations et mes impairment tests?
Alors, l'IASB réfléchissait déjà sur les problématiques de risque climatique et a indiqué en septembre 2023 qu'ils avaient ce projet d'information sur les risques climatiques qu'ils allaient agrandir et qui allaient traiter en fait toutes les incertitudes avec un certain nombre d'exemples illustratifs. Donc, ils ont élargi le projet. En revanche, donc en novembre 2020, l'IASB avait publié un document qui rappelait donc la prise en compte des facteurs de risque climatique dans les comptes. Ce document a été mis à jour en juillet 2023, donc il est tout neuf, et il propose un certain nombre de points d'attention, norme par norme, euh, par rapport à ces risques climatiques. Alors, certaines normes sectorielles ne sont pas traitées, hein, notamment IAS 40, les immeubles de placement, et IAS 41, agriculture. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des sujets sur lesquels on n'a pas de risque climatique, notamment je pense à IAS 41, mais ils ont préféré gérer plutôt que que les risques normaux, hein, pour les entreprises d'activité traditionnelle. Alors, on va pas détailler, on va pas détailler systématiquement toutes les normes et tous les risques par rapport à ça. Je vous ai indiqué les paragraphes qui sont concernés, hein. Donc ça vous permettra quand même d'aller norme par norme dans les paragraphes qui sont concernés et bien de se positionner par rapport à ces risques climatiques. Donc il est clair que la norme IAS1, c'est une norme importante puisque c'est la norme qui présente l'environnement de l'entreprise. Et donc, tous les incertitudes et tous les jugements relatifs à ces risques climatiques doivent bien entendu être disclosés en annexe avec toutes les hypothèses significatives, les éventuels impacts sur la continuité d'exploitation et puis toutes les conséquences que peuvent avoir les risques climatiques. Donc, c'est bien le paragraphe dans lequel vous allez mettre avoir tous les impacts sur l'annexe des risques climatiques et notamment sur comment vous avez traité ces hypothèses, quelles sont les hypothèses que vous avez retenues, quels sont les jugements que vous avez retenus, comment ça se traduit dans les comptes et quelles sont les informations que vous donnez en annexe. Donc, une partie importante. IAS2, c'est les facteurs de risque climatique, c'est l'obsolescence des stocks, donc c'est vrai que c'est relativement aisé à comprendre. L'IAS 12, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est le même problème, c'est la même problématique. C'est est-ce que les risques climatiques peuvent avoir un impact sur la recouvrabilité de vos impôts, hein, différés, si vous avez des impôts différés. Sur IAS 16, il y a IAS 16, donc corporel, IAS 38, immobilisation incorporelle. Donc, les questions liées au climat peuvent entraîner des dépenses, notamment les dépenses d'adaptation. Comment traiter les dépenses d'adaptation dans vos comptes? Est-ce que c'est des charges? Est-ce que c'est des immobilisations complémentaires? Donc, c'est toutes ces problématiques-là qui doivent être traitées. Bien entendu, IAS 36, dépréciation des immobilisations des actifs non financiers. Comment sont pris en compte les, au niveau des cash flows des décisions qui ont été prises, hein, donc les perspectives économiques, les perspectives environnementales, donc une difficulté complémentaire, hein. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on parlait des difficultés qu'on avait sur IAS 23. Il est clair que quand vous rajoutez les difficultés économiques et les problématiques climatiques, dans vos business plans, ça commence à devenir un ensemble assez complexe pour tenir compte de tous ces éléments-là. Tous les éléments relatifs à IAS 37, donc les contraintes environnementales, les potentielles sanctions, les frais de remédiation, les procès, les amendes, donc tous ces éléments-là qui peuvent jouer, les informations sur les instruments financiers, notamment IFRS 7, IFRS 9, notamment tout ce qui est classification des instruments avec une composante climatique, hein. On a de plus en plus d'instruments financiers, soit des prêts, soit des emprunts, dans lesquels il y a des composantes climatiques. Comment en tenir compte? Les pertes de crédit attendues également, l'évaluation à la juste valeur de certains actifs. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là, 13, donc IAS
IFRS 13, donc les facteurs de risque climatique, notamment tout ce qui est juste valeur. Et puis IFRS 17, alors là, ils ont parlé des problématiques liées aux assurances, même si c'était sectoriel, pour rappeler les contraintes. Donc vous avez, on passe rapidement sur ce sujet-là. De toute façon, on aura, je pense, dans les années à venir, l'occasion d'y revenir, vraisemblablement. Mais comment prendre en compte tous ces éléments-là? Et donc, je vous dis, je vous ai mis spécifiquement tous les paragraphes. C'est l'extrait du tableau de l'IASB. Hein, c'est pas de. C'est donc toutes les paragraphes qui sont concernés et qui vous permettent d'avoir une lecture plus facile par rapport à ces points-là. Alors, quelques mots, il nous reste encore quelques minutes. Quelques mots sur la Post-Implementation Review d'IFRS 9. Donc, vous savez que quand l'IASB lance des textes d'envergure, comme on avait eu pour IFRS 15 par exemple, sur les revenus, sur IFRS 9, c'est quand même un texte d'envergure important, il lance une Post-Implementation Review pour revoir un certain nombre de points, pour voir s'il y a si les utilisateurs arrivent à bien traiter les sujets. Est-ce qu'il y a des sujets qui n'étaient pas traités et qui apparaissent maintenant? Et donc, ils ont lancé la Post-Implementation Review d'IFRS 9. Alors, compte tenu du fait que IFRS 7 et IFRS 9, les deux normes sont traitées en même temps, hein, sont quand même des normes costauds. Ils ont scindé la Post-Implementation Review en 3 étapes. Une Post-Implementation Review qui concerne le classement et l'évaluation des instruments financiers. Une deuxième qui concerne les dépréciations des instruments financiers. Et une troisième sur les problématiques liées aux comptabilités de couverture. Donc, 3 Post-Implementation Review pour 2 normes. Et donc là, on a terminé la phase 1 de la Post-Implementation Review, donc sur le classement et évaluation. Ils viennent de lancer la phase 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence de cette Post-Implementation Review? Ça, c'est un point, je crois, que j'avais abordé déjà l'année dernière et qui inquiétait pas mal de gens. C'était sur savoir à quel moment on allait comptabiliser un virement électronique. Alors, est-ce qu'il faut le comptabiliser au moment où on l'émet, ou est-ce qu'il faut le comptabiliser au moment où le fournisseur le reçoit? Alors, je vous laisse apprécier la difficulté du sujet, puisque c'est quelque chose depuis très longtemps, on a quelque chose qui s'appelle les états de rapprochement bancaire, des choses comme ça, qui permettent justement de gérer les problèmes de décalage dans le temps. Mais là, il y avait eu une question qui avait été posée à l'IFRIC, en disant à quel moment on constate le règlement. Et c'est vrai que si l'IFRIC était plutôt parti sur le fait de dire c'est au moment où le fournisseur le reçoit, et donc ce qui posait quand même pas mal de problèmes, parce qu'il y a quand même énormément d'entreprises, et les entreprises s'en sont émues, qui constatent le paiement au moment où il est émis. Et donc, ça posait quand même un problème pratique. Les auditeurs également s'en sont émus. Et donc, l'IFRIC avait décidé de ne pas répondre à cette question-là, mais d'intégrer cette question-là dans la Post-Implementation Review d'IFRS 9. Alors, ils en ont tiré une conclusion qui était que un passif financier réglé au moyen d'un système de paiement électronique comme étant acquitté avant la date de règlement, c'est-à-dire au moment où il est émis, si et seulement si certains critères sont satisfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'entité a émis l'ordre de paiement, l'entité n'est pas en mesure de révoquer cet ordre de paiement. L'entité n'a pas la capacité pratique d'accéder à la trésorerie devant servir au règlement une fois l'ordre de paiement émis, ce qui n'est pas nécessairement évident. Et le risque de règlement associé au système de paiement électronique est négligeable, ce qui compte tenu des systèmes bancaires français, est plutôt le cas. Hein. Donc, en fait, ça veut dire que si vous respectez ces conditions-là, vous pouvez continuer de comptabiliser comme auparavant vos règlements quand le virement est émis et non pas quand est-ce qu'il est reçu par rapport à votre fournisseur. Vous voyez quelque chose d'assez compliqué quand même sur un truc qui était quand même
initialement assez simple, mais sur lequel on arrive quand même à avoir un certain nombre de questions. Alors, les autres points on va passer rapidement également, puisque on a bientôt fini. En post-implementation review, c'est surtout les éléments ont été surtout des éléments à donner en annexe. Hein. Donc, sur les actifs financiers ayant des caractères, tous les disclosures sur les instruments financiers, des actifs financiers et des passifs financiers ayant des caractéristiques ESG, hein, donc environnementaux, sociaux, gouvernance. Hein, donc, euh, d'apprécier précision la manière dont l'entité doit apprécier les intérêts, les modalités contractuelles. Donc, tous ces éléments-là sont plutôt des notes annexes supplémentaires. Sur les actifs financiers qui sont des instruments liés par contrat également, sur les actifs financiers garantis uniquement par des sûretés réelles. Donc, tous ces éléments-là, c'est plutôt des informations à donner en annexe. Sur les problématiques de covenant, hein, parce que les instruments financiers assortis de modalités contractuelles qui pourraient modifier l'échéancier sur le montant des flux de trésorerie contractuels en fonction de la survenance ou de la non-survenance d'une éventualité, c'est typiquement le cas des covenants. Donc toutes les informations, bon, toutes les informations par rapport à ces instruments financiers un peu complexes sur lesquels on a une éventualité et qui sont un peu des choses conditionnelles. Donc l'IASB réclame de plus en plus d'informations et puis des instruments de capitaux propres désignés par rapport à ça. Donc vous voyez qu'il y a quand même, il n'y a pas IFRS 9 n'occasionnera pas de grandes nouveautés, mais surtout mais par contre des informations complémentaires à donner en annexe. Alors, rapidement, les autres projets en cours à la date d'aujourd'hui en matière IFRS, il y a deux projets importants qui sont en cours, deux projets plutôt. Un qui est important, qui concerne la présentation des états financiers, ce qu'on appelle le Primary Financial Statements, et qui doit y avoir une norme qui va remplacer la norme IAS 1. Il manque un petit 1, mais c'est la norme IAS 1. Donc, notamment des développements au niveau de la présentation du compte de résultat, parce que le compte de résultat est un peu le parent pauvre de la présentation des états financiers. On présente beaucoup d'informations sur le bilan, mais peu sur le résultat financier. Et là, je dirais qu'il y a une volonté d'un peu de rééquilibrer les choses. Bon, on aura l'occasion de revenir dessus. Il y a aussi un autre projet qui concerne les, les comptes des filiales qui n'ont pas d'obligation de publier des comptes qui sont pas des sociétés EIP. Donc, c'est un peu particulier, ça ne concerne pas grand monde en France. Il y a toute une réflexion sur les PPA. J'en parlais tout à l'heure, l'AMF insiste sur ce point. Alors, les PPA, c'est des contrats d'achat. C'est pas c'est Power Purchase Agreement, hein, et dont l'objectif est entre guillemets, de verdir ces sources d'approvisionnement. Donc, ce qu'on rencontre beaucoup actuellement, c'est donc des entreprises qui achètent l'intégralité de la production, par exemple, d'un parc éolien ou d'un parc photovoltaïque, ce qui leur permet de dire bah, toute mon électricité ou une partie importante de mon électricité est de l'électricité verte. C'est ce que fait également Engie, c'est ce que fait RATP. Dans la grande distribution, ils ont pas mal de choses comme ça. Et donc, ça permet d'avoir une énergie verte et la problématique, comptablement, ça occasionne pas mal de problèmes. Alors, il y a les PPA, les virtual PPA. Alors, les PPA, on achète vraiment de l'électricité. Les virtual PPA, c'est des contrats de couverture qui permettent de couvrir de l'autre électricité. Donc, c'est un peu encore plus complexe. Et la problématique, c'est est-ce que c'est des contrats, ce qu'on appelle one use, c'est-à-dire qu'on considère que c'est de l'approvisionnement et qu'il n'y a pas il n'y a pas de problématique particulière. L'autre difficulté, c'est de dire est-ce qu'il y a un contrat de couverture dedans, puisque en fait, c'est des contrats souvent de 10-15 ans, donc sur lequel on a un tarif fixe, et donc ça veut dire qu'on a d'une certaine façon une couverture du coût de l'électricité.
Autre problème, est-ce qu'on a un contrat de location caché? Parce que quand on a, un contrat de ce type, quand on achète toute la production d'un parc éolien, est-ce que le propriétaire du parc a réellement le contrôle ou c'est celui qui achète pendant 15 ans la production qui a le contrôle et donc qui devrait mettre cet actif dans ses comptes? Donc ça pose pas mal de problèmes et donc il y a des amendements IFRS 9 qui seraient vraisemblablement plus des informations nouvelles à donner en annexe par rapport à tous ces contrats-là. Autre projet en cours, il y a un projet sur la mise en équivalence qui est toujours en cours, sur lequel on aura l'occasion de revenir éventuellement. Le projet Goodwill, c'est pareil, c'est des projets qui sont en cours depuis un certain nombre d'années. Il y a eu un certain nombre d'allers-retours pour savoir est-ce qu'il faut amortir le goodwill ou est-ce qu'il ne faut pas amortir le goodwill. Donc, on était reparti là sur une phase. Ils se reposaient la question de savoir s'il fallait amortir les goodwill. Bon, ils ont apporté une réponse qu'on peut, qu'on peut penser comme définitive, qui est au moins définitive pour quelques années, qui est il n'y aura pas d'amortissement de goodwill. On reste sur les tests de dépréciation. Et puis, donc, quelques annexes. Je vous ai mis périodiquement, périodiquement, l'Europe publie toutes les normes internationales en vigueur dans l'Union européenne. Donc, ils ont publié ça le 26 septembre 2023. Donc, vous êtes quasiment à jour de toutes les normes. Et ça permet d'avoir toutes les normes en français, en toutes les langues, notamment en français, et qui sont adoptées jusqu'au 8 septembre. Donc, ça permet d'avoir alors, c'est assez lourd, hein, parce que ça fait 992 pages, mais ça vous permet d'avoir, en un seul document PDF, d'avoir toutes les normes en français, avec une traduction officielle en plus, hein. Et puis, je vous ai rajouté, on avait vu ce matin, les pays qui sont en hyperinflation. Voilà, on a fait un tour d'horizon le plus complet possible en 1 heure et demie de l'actualité IFRS. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, écoutez, je suis à votre disposition, alors soit par le chat, soit directement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, le support vous sera envoyé, hein, donc vous aurez toutes les slides qui devraient vous être envoyées soit aujourd'hui, soit demain. Voilà, bon écoutez, il ne me reste plus donc à vous remercier, à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et puis à vous donner rendez-vous vraisemblablement fin juin, début juillet pour une mise à jour pour les clôtures du 30 juin. À bientôt, au revoir.